continuer ma petite série de vlogs justement où je tabasse mes sagas grâce au challenge. Je sais plus le titre, c'est Serial Series Starter je crois, un truc comme ça, ou challenge, bref, de A Book and a Cup de Elise. Et donc je continue à lire mes sagas et de vous vlogger tout ça. Donc si vous ne l'avez pas vu dans mon précédent vlog, j'ai lu du coup le tome 2 de Campus Driver. Donc j'ai évidemment enchaîné en continuant avec le tome 3. Donc comme vous pouvez voir, hop, j'ai un petit peu commencé sans vous prévenir. Donc Campus Driver, on est sur une romance universitaire, mais on n'est pas sur des sportifs. Là on est sur des garçons qui ont des belles voitures et qui ont décidé du coup de créer une application pour devenir chauffeur dans leur campus. Et donc du coup, dans le premier tome, on suit Lane, dans le deuxième tome, on suit Donovan, et dans ce troisième tome, on suit Lewis. Et je vous avoue que Lewis, c'est typiquement le genre de red flag qui m'insupporte. Donc j'ai un petit peu peur. Là j'ai commencé et déjà il y a plein de trucs qui m'agacent. Je pense pas que ce sera mon tome préféré de la saga. Mais donc Lewis, on est sur un gars qui est du coup basketteur. Bon, je vous dis que c'était pas une romance sportive, mais parce que là ça tourne vraiment pas autour de ça. Il est basketteur, mais en même temps justement il a un plan B, un plan C, un plan D. Il a fait l'application justement de Campus Driver. Il a aussi pour ambition de reprendre l'entreprise familiale de construire des cabanes. Je sais plus si c'est dans la forêt ou dans les arbres. Enfin bref, voilà. Et du coup, il a tous ses plans de tracé, il sait ce qu'il veut, où il veut, et il en a marre là parce qu'il voit tous ses potes justement se mettre en couple les uns après les autres, puisque dans le tome 1, on a Carter qui se met en couple et Lane aussi. Dans le tome 2, on a Donovan qui se met en couple et Adam aussi. Donc là, il se retrouve à être le dernier Campus Driver, à être célibataire, et il se dit oh, mais non, en fait, moi j'ai pas le temps justement pour une copine, moi les plans cul ça me va parce que j'ai des objectifs dans ma vie et je ne veux pas. Enfin voilà, lui c'est comme ça qu'il veut, il veut pas dévier de sa route. Et on a en face justement Amy, une jeune fille qui débarque, elle est en deuxième année, mais elle débarque justement pour sa deuxième année dans cette université, puisque dans l'autre, elle s'est fait virer. Et on découvre au fur et à mesure que cette jeune fille a un caractère déjà pas du tout facile, elle est bien trempée comme on les aime, bien badass. Et de ce que j'en comprends, du coup, pour le moment, elle aussi adore les belles voitures. Et c'est comme ça qu'elle va taper dans l'œil des campus drivers, parce que quand ils vont la voir débarquer avec sa voiture ancienne, ils vont lui dire eh bien écoute, nous l'année prochaine on s'en va, parce qu'eux ils sont en dernière année, il nous faut des personnes pour prendre la relève. Donc chaque campus driver doit trouver, entre guillemets, un apprenti, un stagiaire, pour que l'année prochaine, ils puissent continuer à développer leur application avec d'autres chauffeurs. Et donc tous les gars décident que eh bien, ce sera Lewis qui devra aller voir cette fille qui a une magnifique caisse. Et comme ça, en plus, ils pourraient augmenter leur clientèle avec une fille. Ça changera parce que comme eux, ce sont que des mecs, et bien voilà, ils vont pouvoir élargir leurs offres. Sauf qu'évidemment, Lewis ne veut absolument pas parce qu'il est sûr et persuadé que c'est une fille à embrouille. Et faut croire que pour le coup, j'aime pas trop Lewis, mais il a du flair parce que là, je suis rendue à une centaine de pages, ouais, 123 pages. Et visiblement, on est sur une fille qui aime s'occuper de belles voitures, comme peut le prouver le fait qu'elle a un petit emploi justement dans le même garage où les gars se font réparer leur caisse. Mais c'est que surtout, elle fait des courses de voitures illégales et donc ça n'a pas très bien passé auprès de Lewis parce que justement, lui, il veut que dans sa vie tout soit droit, tout soit carré, tout soit clean. Et le fait qu'elle fasse ce genre de courses qui sont illégales et donc qui potentiellement peut l'emmener en prison ne va pas du tout lui plaire. Jusqu'au moment où, là justement, moi j'y suis arrivée, on a un petit élément qui fait changement dans le paradigme de leur relation, c'est que lui se fait voler sa caisse, et comme c'est une voiture de collection, il y a de fortes chances que ça soit pas un n'importe quel guignol qui ait volé sa voiture, mais que ça soit bel et bien des gars du milieu, et donc du coup, elle va reprendre sa casquette de petite criminelle, entre guillemets, et ils vont, pour le moment, là, justement, essayer de retrouver sa caisse grâce à elle, à toutes les pistes, à tous les filons, à tout le réseau qu'elle a à cause de ses courses illégales et tout de voitures. Donc, je vous avoue que pour le moment, je suis pas très enjaillée par la relation des deux, mais je vais bien voir, peut-être que justement ça va prendre un nouveau tournant et on sait jamais, ça peut, sur un malentendu, m'attirer un peu plus sur la suite. Et sinon, j'ai acheté des mangas et donc je les ai lus directement dans la foulée. J'ai acheté La Gardienne des Concubines, le tome 7. On est un petit peu comme dans les carnets de l'apothicaire, mais voilà. On est sur une jeune femme justement qui fait partie d'un clan assez réputé et qui va être mariée au... alors non, c'est pas là, c'est sa mère, mais au bras droit de l'empereur et qui du coup lui donne un titre qui n'existait pas avant, c'est justement le titre de Gardienne des Concubines. Il l'envoie dans son harem en disant écoutez, il y a plein de problèmes avec mes épouses, mes maîtresses et tout. Vous, je vous donne un ministère qui est le ministère en gros
qui règle les problèmes justement dans son harem. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va devenir la gardienne des concubines. Et donc on a à la fois cette fille qui, fille de marchande, va se servir justement de toute l'expérience qu'elle a pour faire des négociations, pour déjouer des problèmes, des complots et tout, dans le harem. Et d'un autre côté, on a sa relation avec son mari, qu'elle ne connaît ni David Adam, et que petit à petit, la relation hyper mimi, hyper choupi, hyper green flag va se mettre en place. J'adore, je trouve kiki. Franchement, moi je kiffe, voilà, des relations comme ça, on me dit oui, on me dit oui. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai énormément apprécié. Là, on a une intrigue qui va un peu plus se développer justement autour des complots. On a encore une fois une histoire d'empoisonnement. Qui a fait quoi, le pourquoi du comment. Donc moi, j'aime bien et j'ai très hâte de continuer. Et j'ai aussi, du coup, par la même occasion, enchaîné avec Le Palais des Assassins, le tome 8, pendant le live de Mirazonchi. Donc là, on est sur, pareil, on a un peu une vibe Les Carnets de l'Apothicaire, mais on est un peu plus trash. Parce qu'on est sur cette jeune fille, Ocarine, qui fait partie de la famille des Hauts, et en fait, c'est dans cet univers-là, c'est la famille des assassins, entre guillemets, de l'empereur. Du pays, c'est les meilleurs espions, les meilleurs assassins. Et donc, elle a énormément de mal à se faire des amis, et elle va décider justement de rentrer dans le harem de l'empereur en tant que domestique pour effacer le fait qu'elle ait ce nom et pouvoir potentiellement se faire des amis malgré son nom qui veut tout dire. Et donc on va la voir justement au fil du temps essayer de se faire sa place, mais c'est un peu compliqué justement parce que dans le harem et même en dehors dans le palais, il y a énormément d'intrigues, surtout vu que l'empereur est très jeune et qu'il y a tout plein d'intrigues politiques pour justement potentiellement récupérer le pouvoir et qu'elle, ben, visiblement, elle a pris d'affection le jeune empereur et qu'elle veut l'aider, ils ont à peu près le même âge. Et bien on va voir justement comment elle va essayer de rester loyale envers lui et en même temps de déjouer tous les complots. C'est assez chouette, même si voilà. Là, justement, on découvre un énième frère, parce qu'elle en a une tripotée, et qui est du coup couturier, qui n'a pas suivi justement la pâche des hauts, qui soit des espions, soit des gardes du corps, soit des assassins, soit des gens du ministère assez haut placés, enfin bref, et qui lui du coup a justement voulu sortir de ça, devenir couturier, et est en train de faire son petit bonhomme de chemin tout seul pour petit à petit s'enrichir. Et il va se rendre compte que Ocarine, en fait, la vision qu'il avait d'elle n'est pas du tout la même que celle qu'elle est en réel. Et donc j'aime beaucoup parce que justement, dans ce tome-là, on répare une relation frère-sœur qui était visiblement assez abîmée. Donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite. Et évidemment, il y a encore plein d'intrigues politiques et de complots nanani nanana. Et donc... J'ai fini Campus Driver, le tome 3 du coup, crash test. On est sur, du coup, comme je vous ai dit, Lewis, qui voit bien que c'est bientôt c'est sa dernière année, et donc du coup, s'il veut continuer son application, eh bien il va falloir qu'il forme quelqu'un pour pouvoir l'année prochaine prendre la place à sa place, tout simplement, puisque eh bien, tous les Campus Drivers sont en dernière année, donc s'ils veulent que leur appli fonctionne, il leur faut des nouveaux chauffeurs. Donc là, on va suivre Lewis. Lui, il ne veut absolument pas que son appli continue sans lui, sauf que ses camarades vont absolument lui mettre les pieds à l'étrier et ils vont lui dire en face, il y a une fille super canon qui a une super voiture et donc il n'y a aucune raison de ne pas la mettre dans notre équipe, puisqu'en plus justement, étant une fille, ça nous apportera une autre clientèle et d'autres possibilités. Donc voilà, sauf que lui il va pas du tout vouloir ça et il va tout faire pour qu'elle ne vienne pas, il va lui proposer mais en même temps tout faire pour qu'elle refuse, sauf qu'elle elle accepte parce que justement elle a un passé trouble, elle vient de New York et elle débarque dans cette nouvelle université justement pour reprendre un peu sa vie en main et du coup faire des choses plus légales. Donc elle se dit une application avec chauffeur ça tombe bien, elle qui a l'habitude de travailler dans les voitures puisqu'elle a d'ailleurs une belle voiture et qu'en plus elle est mécanicienne et qu'elle a tendance à être une pilote de run, donc des courses illégales de voitures. Donc elle dit c'est parfait en fait, je peux rester dans le monde des voitures en faisant quelque chose de légal. Donc elle accepte, mais évidemment entre eux il y a une tension énorme et ça va aller plus loin que ça. J'ai bien aimé, mais je vous avouerai que c'est pas mon livre préféré. Moi je dirais que mon préféré ça reste le 2, après le 1 et maintenant le 3. J'ai encore le 4 à lire parce que le 4 je l'ai en physique, mais le 5 je l'ai toujours pas. Et je vous avoue que je suis un peu chafouin parce que on suit justement dans ces Campus Driver, à la base il y en a 5 et
dans le premier, il y en a un qui se met en couple avec... il y a Carter qui se met en couple avec quelqu'un, et du coup, on ne suit pas sa romance à lui. Et dans le tome 2, c'est pareil, on a Adam qui a sa propre romance, mais qui du coup, on ne voit pas la sienne. Et là, sur le tome du coup 4 et 5, on est sur de tout autre personnage. Donc là, si j'ai bien vu, dans le tome 4, on va être avec Raphaël à Miami. Visiblement, ils ont exporté leur application. C'est un peu dit ça dans le prologue, justement, que comme ils vont tous travailler dans différents endroits après la fac, eh bien, ils vont potentiellement faire des antennes dans les villes où ils sont. J'avoue que ça me plaît pas trop. Mais bon, comme j'ai au moins le tome 4, je vais essayer de le lire. Et puis le tome 3, je crois que c'est sur une fille qui est un petit peu dans le délire ésotérisme et tout. Donc potentiellement, elle va m'intéresser, la protagoniste. Mais je suis un peu chafouin parce qu'on n'a pas les romances des deux autres. J'ai aussi lu du coup Honey Lemon Soda, le tome 13 et le tome 14. Donc on est sur une romance, un shoujo, avec une jeune fille que vous voyez qui s'est fait harceler quand elle était au collège et qui restait impassible, donc on l'a surnommée la pierre, jusqu'au jour où ce jeune homme va la croiser dans la rue et va lui dire en effet t'es une pierre, tu es un diamant brut qu'il faut apprendre à tailler. Si tu venais dans mon lycée, je t'aiderais à faire sortir un petit peu l'éclat que tu as en toi. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va débarquer dans son lycée et il va y avoir une relation un petit peu justement novice-mentor qui va avoir entre deux, mais ça va rapidement tourner, vous vous en doutez, autour d'une romance. Dans le tome 13, on a un rival justement, un espèce de Golden Retriever tout mimi qui veut se mettre avec elle, mais lui ne va évidemment pas la laisser comme ça. Donc on a cette confrontation un peu, lui c'est justement... le Black Cat et puis donc du coup le soda au citron, alors que l'autre en face c'est un peu le Golden Retriever et qui lui propose tout le temps des milkshakes à la fraise. Donc vous voyez, on est sur deux personnalités radicalement différentes, deux beaux gosses qui se battent pour elle. Et dans celui-ci, on est sur un changement d'année et donc sur un changement de classe. Et ils ne sont plus dans la même classe, ils sont plus au même endroit. Et donc potentiellement, est-ce que leur relation va supporter le fait qu'il y ait un petit peu de distance, même s'ils sont toujours dans le même bahut, mais ils sont dans deux bâtiments différents, je crois bien. Donc voilà, pareil, elle va perdre quelques copines qui sont plus dans la même classe qu'elle. Donc comment elle va réussir à s'intégrer à ses nouveaux amis, enfin à ses nouveaux camarades de classe et tout ça. Donc voilà, très hâte de lire la suite. J'ai lu aussi donc Spy Family, le tome 16, et je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser parce qu'on n'est plus trop sur les intrigues de base qui moi m'intéressent, qui est à dire Twilight, Anya et puis comment elle s'appelle elle, Yuri, la fille, je sais plus, Yuki, Yuri. Bref, on est sur un petit peu diverses choses et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc à la base, on est sur une jeune fille, Anya, qui a la capacité de pouvoir lire dans les pensées, qui va se faire adopter par le plus grand espion de son pays, puisqu'il a une mission, il doit avoir des renseignements sur un type, sauf que ce type est quelqu'un de très haut placé et qui a un enfant dans une prestigieuse école. Donc il se dit, je vais adopter une petite fille, la mettre dans cette prestigieuse école, elle va devenir amie avec ce jeune homme, et comme ça, potentiellement, je vais pouvoir me rapprocher de ma cible. Et pour ça, en plus, il va demander à une jeune femme, quand elle va la croiser avec Anya, en lui disant, écoutez, j'ai une jeune fille et j'aimerais que ma fille ait une belle-mère qui sache s'occuper d'elle, nanana, pour justement pallier le fait qu'elle n'a plus de mère. Et donc cette fille va accepter et on va avoir comme ça une famille qui va se former hyper folklore, hyper what the fuck, parce que du coup, comme je vous ai dit, lui, il est espion. La petite gamine, elle est télépathe, elle est capable de lire dans les pensées, donc elle sait tout ce qui se passe. La belle-mère, finalement, c'est une mercenaire, c'est une tueuse à gages. Et le chien, il a des petites prémonitions à court terme. Mais chacun a ses particularités, mais il le cache aux autres, en fait. Donc du coup, ils essayent d'avoir un semblant de vie familiale très classique, très normal. Mais c'est pas là. C'est pas le... C'est un peu compliqué justement de tout gérer. Il y a que Anya qui, comme elle est capable de lire dans les pensées des gens, elle sait qui tout le monde, qui est tout le monde, mais elle ne divulgue pas l'information. Donc c'est assez chouette. On a eu un petit peu là justement de Twilight de son avancée pour se rapprocher des Desmond. On a Anya, ça c'est le passage que j'ai préféré justement, où elle essaye elle aussi de se rapprocher du gosse de riche parce qu'elle sait que c'est le
l'objectif numéro 1 de son père. Après, on a la belle-mère là qui voit un petit peu son fils, et ça, je vous son fils, son frère, pardon. Et ça, je m'en foutais un petit peu. Et on a justement une mission de la meuf qui est devenue mercenaire et qui rejoint un petit peu sa bande de mercenaires, et qui, y en a un qui en veut beaucoup justement, puisque maintenant elle est un peu en mode mère au foyer, et ce n'est absolument pas l'étiquette qu'il veut coller à l'équipe, et donc il va y avoir des petits bastons entre les deux. Mais je vous avouerai que, comme je vous ai dit, c'est chouette, mais je retrouve plus la patte que j'avais au début, à part justement, comme je vous ai dit, au moment où Anya interagit avec Damien, le Desmond Junior. Sinon, je manque un peu de cet humour qu'on avait au début, et voilà, je sais pas quoi dire pour le moment. Cette série, au début j'étais très emballée, et maintenant je le suis de moins en moins. Hey, du coup je vous reprends pour vous parler de la suite des événements. Là j'avoue que ça a été un petit peu une semaine chargée et un week-end compliqué, donc petite preuve juste ici. J'ai pas eu énormément de temps pour moi de lecture, mais j'ai quand même avancé un petit peu, donc je reviens pour vous faire un petit update. Donc voilà, je vous dis que j'ai pas avancé beaucoup parce que pour moi ce n'est pas un rythme de lecture énorme pour une semaine. Mais donc j'ai lu les 5 tomes de Ton visage au clair de lune. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a un look un petit peu androgyne, qui est très belle et que tout le monde prend pour un prince justement. Et elle a ce surnom de prince parce qu'elle se comporte avec les femmes de manière assez élégante. Voilà, elle les protège par exemple dans le métro. Si elle voit qu'une personne se fait agresser, elle va venir en protection. Si une fille fait tomber un truc, elle va le ramasser et lui rendre. Et donc toutes les filles la considèrent comme un prince. Et du coup, à l'inverse, on a la classe au-dessus, un autre prince, mais lui c'est plus parce qu'il a ce petit côté beau gosse et voyou, et du coup ils sont tous les deux appelés princes. Celui-ci va découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi beau que lui, enfin en fait il va tomber sur elle par hasard, et il va la trouver magnifique. Sauf que lui il la voit vraiment comme une fille en fait, il ne comprend pas comment les autres peuvent la voir comme un garçon alors qu'elle est très belle, voilà. Et donc il va vouloir passer plus de temps avec elle, se rapprocher d'elle, sauf qu'elle elle comprend pas parce que c'est la première fois qu'un garçon s'intéresse à elle, donc elle se demande pourquoi. Et donc comme ça on a une relation qui commence en étant contractant justement. Il lui dit écoute, je veux apprendre à te connaître justement, je te trouve fascinante, je veux tout le temps te regarder, et je voudrais qu'on passe plus de temps ensemble. Donc ils vont faire au début semblant de sortir ensemble pour voir si potentiellement justement l'intérêt s'arrête à là, ou s'il peut y avoir plus d'affinité. Vous vous en doutez, c'est un shoujo, donc évidemment qu'il y aura plus d'affinité. Là j'en arrive au moment où justement, au bout de 5 tomes, ils se rendent compte que il y a moyen que commence à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Il y a des petites crises de jalousie, enfin pas de crise de jalousie, mais il y a des petits moments justement où, comme ils se rendent compte que les intérêts des autres, que les autres peuvent porter sur l'autre partenaire les dérange, ils se disent il y a un monde où en fait on n'est pas que des amis. Donc voilà. Donc là ils sortent ensemble officiellement. Ils ont même fait un premier voyage avec leurs potes et tout, alors qu'ils sortent ensemble. Sauf que vu comment dire, elle est énormément sur la réserve, elle a déjà du mal à lui tenir la main et tout, à lui faire des câlins, on n'est même pas au stade du bisou, hein, et on est sur 5 tomes. Donc, j'ai hâte de continuer, je vous avouerai. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai vu de ma famille, et ma sœur a emprunté ceci à la médiathèque, et comme on est passé pour l'anniversaire de la petite, elle m'a dit « Je te le passe, tu le rendras à la médiathèque, c'est génial ». Donc, je pense que j'en aurai jamais. On est sur l'histoire d'une femme qui a 37 ans et qui nous fait justement son petit bilan. J'ai trouvé
Enfin, ça m'a énormément parlé, puisque justement, elle dit à 37 ans, maintenant, les repas de famille, toujours la question qu'on me pose, c'est et alors, est-ce que tu vas avoir un enfant? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu comptes en avoir? Pourquoi tu ne veux pas en avoir? Tatati tatata, bref. Mais il n'y a pas que ça, justement. Il y a plusieurs petits moments où on nous donne des points de vue de d'autres femmes, en fait, justement, qui ont traversé, on va dire, la maternité, que ce soit biologiquement, par adoption ou par les forces de la vie, par exemple en concubinage, la personne n'avait pas d'enfant, mais son conjoint, enfin son nouveau partenaire en avait, donc du coup elle le considère maintenant comme ses enfants et tout. Bref, il y a plein de parcours justement de vie différents, et donc j'ai trouvé ça génial justement qu'on ne mette pas en concurrence en fait, qu'il n'y a pas une manière de faire mieux que les autres. On a le droit d'être une femme sans accoucher. J'ai appris un nouveau mot, je suis nullipare. Nullipare se dit d'une femme qui n'a jamais accouché. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça très chouette justement parce qu'il y a plein de... On revient justement sur ce qu'elle pensait de sa vie, quel ça allait être à cet âge-là, et que finalement la vie ne l'a pas emmenée à ça. Et est-ce que c'est grave? Oui, non. Enfin voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé justement comment on revient sur toute la pression familiale et même sociétale qui est mise sur le fait que oui, quand un homme n'a pas d'enfant arrivé à un certain âge, c'est pas grave, on lui dit oui, t'as privilégié ta carrière. Alors que quand une femme le fait, c'est pas bizarrement le même son de cloche, on la considère pas vraiment comme une femme. Enfin voilà, il y a toute cette question-là qui est revenue autour de la maternité. Bref, j'ai beaucoup apprécié et mais j'ai bien aimé justement parce qu'on ne juge pas à aucun moment les choix de chacun, c'est les choix de chacun et ça fait du bien justement de lire ce genre d'ouvrage qui remet les pendules à l'heure en mode on n'est pas moins une femme parce qu'on ne veut pas avoir d'enfants, on n'est pas moins une femme parce qu'on ne veut pas de ce rôle-là que la société nous impose. Donc voilà. Et celles qui veulent, ne pas à l'inverse leur dire que voilà, elles se font marcher dessus par la société et tout. Non. Surtout maintenant en 2026, dans nos sociétés à nous, on a le choix. Ça doit être le choix de chacune et ça ne doit pas être imposé. Donc je dis oui. Et ensuite, pour mes lectures de romans, pour vous dire à tel point que je ne, je ne lis plus, je devais continuer Campus Driver. En plus, je l'ai en audio, donc j'aurais pu continuer après le tome 2, le tome 3, lire le tome 4. Mais je sais pas, en fait. Vu que je sais qu'on va plus être avec les mêmes personnages, qu'on va plus être avec le même groupe d'amis, je suis un peu en mode réfractaire. Alors du coup, ben voilà, je me suis mise à lire Good Girl Complex de Elle Kennedy. J'ai que le tome 1, mais c'est pas grave. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a justement, comme le nom indique, le syndrome un peu de la bonne élève, de la bonne fille, et qui du coup vient d'une famille riche, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que elle a passé un moment à créer une boîte et elle a demandé à ses parents une année sabbatique pour qu'ils la laissent faire. Ils vont la laisser faire et maintenant elle doit retourner à l'université. Mais voilà, ça va être un peu compliqué pour elle de gérer justement le fait que maintenant elle est PDG d'une entreprise puisque sa start-up fonctionne très bien. Elle brasse quelques centaines voire des millions. Et à côté de ça, elle doit reprendre ses études pour tenir la promesse qu'elle a fait à ses parents, une année sympathique, en échange de reprendre ses études. Elle a aussi un compagnon, elle a un petit ami, Preston, pareil, riche, qui vient du même milieu qu'elle. Donc, entre guillemets, tout va bien pour elle. La voie est tracée. Elle vient d'une famille riche. Elle a déjà sa propre entreprise. Elle reprend ses études. Elle a un petit ami. Bref, tout vient bien pour elle. Le petit grain de sable là-dedans, c'est Cooper qui va venir se mêler à cette histoire, puisque dès le premier chapitre, en fait, Cooper fait partie des personnes qui sont de l'appel des locaux, justement, qui viennent de Avalon Bay et qui vivent un petit peu sur le dos des estivants et des gosses de riches, justement, qui dépensent leur argent n'importe comment. Sauf que, évidemment, ils les détestent. On a un peu le même phénomène, nous, sur Noirmoutier, où même si on vit du tourisme grâce aux estivants, on ne peut pas les voir en voiture. Donc j'ai énormément aimé ça, parce que là, vous voyez, je n'ai lu que 2-3 chapitres, donc je ne peux pas vraiment vous spoiler, on n'est qu'au tout début. Donc j'ai énormément aimé cette représentation, parce que c'est vrai, on la voit pas souvent, mais elle est pourtant criante de vérité, elle est très réaliste. Et donc, dans le premier chapitre, il les déteste, et à un moment, il va y avoir une embrouille entre un gars et une des serveuses dans le bar dans lequel il travaille. Et il va me remettre ce gars en place, mais ce gars ne va pas du tout apprécier, puisque ce gars s'appelle Preston et a une famille riche, et il compte bien remettre ce petit mec Cooper à sa place. Et donc il a réussi à le faire virer de son propre boulot. Pour se venger, du coup, dans les chapitres suivants, les amis de Cooper et Cooper décident qu'ils doivent le remettre, ce petit gamin, en place, ce gosse de riche en place, et donc ils cherchent un moyen de se venger. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est, puisqu'il ne peut pas lui piquer la fortune, il ne veut pas finir non plus en prison en faisant un truc trop grave, du style lui piquer sa caisse, ou lui crever les pneus, ou voilà, faire un délit trop,
grave, parce que c'est pas l'objectif non plus. Mais par contre, petite vengeance, quand il se rend compte sur les réseaux sociaux qu'il a une copine, et B. Cooper, qui est un beau gosse, un peu bad boy et tout, et qui a jamais reçu aucun refus d'une fille, se dit, et pourquoi pas lui piquer sa meuf. Et donc va commencer l'histoire là. J'en suis qu'à la rencontre entre Cooper et Mackenzie, justement ils se rencontrent dans un bar et on voit que justement il entame le processus de vouloir la conquérir. Je vous avoue que j'ai un peu peur de pas trop apprécier, qu'on soit un peu dans un délire à la After et ça risque de pas me plaire beaucoup. Donc je vais lui laisser sa chance. J'en suis à même pas 80 pages. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, d'aller à 100, 150, 200 pages. Mais je vous avoue que déjà le pitch de base, ça ne va pas trop le faire avec moi. Parce que très clairement, il va pas vouloir la séduire pour des raisons clean. Et j'ai peur que justement, on soit dans trop de la miscommunication, que ça se passe pas comme... voilà, j'aime bien. Maintenant, j'ai grandi, je suis vieille, je veux des gens green flag. Je ne veux plus des gens toxiques. Et là, rien que l'idée de base me plaît pas en fait. Vouloir piquer la meuf d'un gars pour se venger, déjà, on n'est pas sur quelque chose de très green flag. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais il y a intérêt que ça se passe mieux par la suite. Pour vous parler du coup de mes dernières lectures, vous faire le dernier petit update. Donc j'ai récupéré au boulot Critico Police, qui est une bande dessinée. Je vous avoue qu'au début j'étais un peu perplexe, je ne savais pas trop vers quoi on allait. On parle d'un auteur qui apparemment a reçu une mauvaise critique et donc du coup fait une obsession dessus et eh bien va suivre le critique qui a fait la mauvaise chronique sur son ouvrage. Et il y a tout un élément un petit peu bizarre parce qu'il y a ce côté stalker, mais cette personne va mourir et donc du coup, est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? Est-ce qu'il y a tout un complot autour de ça? Je vous avoue que j'étais un petit peu perplexe à la fin du bouquin, j'étais en mode est-ce que j'ai tout compris? Je ne sais pas. Mais bref, au niveau graphique, on est sur quelque chose d'assez simple. Pas forcément mon style d'habitude, pas forcément ma cam, mais en fait, ça l'a fait un petit peu parce que ça rentrait dans cette ambiance un petit peu, on savait pas trop où on en était. J'ai lu aussi Love Language lors d'une pause déjeuner justement. Et alors là, on est sur un style graphique un petit peu plus comme ça, avec... Voilà, tac tac. On est sur l'histoire d'une Anglaise qui vit à Paris, qui travaille dans une grande firme et qui du coup est polyglotte. Elle parle déjà de base plusieurs langues. Elle parle anglais, elle parle français, elle parle un petit peu... comment on dit déjà? C'est pas chinois, c'est cantonin. Bref, on s'en fout. Et donc, enfin voilà, elle sait parler déjà plusieurs langues, mais pas forcément parfaitement. Parce que de base, sa langue natale, c'est quand même l'anglais. Elle va être, du coup, comme je vous ai dit, à Paris et rencontrer justement une femme qui vient de Hong Kong et qui, elle, est femme au père. Et toutes les deux, justement, par un concours du destin, vont se retrouver plusieurs fois dans Paris, ce qui est quand même assez cocasse, vu que Paris est grand et qu'il y a beaucoup de personnes. Et donc, il y a une espèce de lien qui va se former entre deux. Au début, une amitié et au final, un petit peu plus. Et justement, en fait, elles vont s'habituer toutes les deux à parler un langage qui leur est propre, puisqu'elles mélangent français, anglais et du coup chinois. Puisque il y a des mots qu'elles savent dire dans une langue mais pas dans l'autre, donc du coup ça fait qu'elles ont leur propre code à elles, leur propre langage et elles arrivent à se comprendre comme ça, alors que quand un moment justement celle-ci, celle qui vient de Hong Kong, va lui présenter des amis, les autres ne vont pas les comprendre autour parce que elle mélange plusieurs langues et bref. Je trouve que c'était une chouette histoire en plus pour le coup, justement ça va devenir une histoire saphique et on n'en a pas énormément dans la littérature, donc plus on en voit mieux c'est, je trouve, au niveau de la représentation. Mais je vous avoue que j'ai pas non plus été transcendée. C'est un peu une histoire de vie, un parcours où justement on nous montre ce que c'est d'être une femme à l'heure actuelle, les pressions sociales, la réussite, parce qu'elle justement, comme je vous ai dit, elle travaille dans une grande firme. Dans son entreprise, il n'y a quasiment que des hommes et elle est un peu leur supérieure, donc elle ne se fait pas toujours respecter comme elle devrait, elle est assez distante, assez froide. En plus, comme c'est une expatriée, des fois il y a des subtilités dans le langage qu'elle comprend pas toujours, des fois il y a des doubles sens, des fois nous on parle vite ou on mâche des mots, on fait des contractions qui du coup pour les non-natifs sont pas toujours faciles à comprendre. Et donc, forcément, quand elle va rencontrer cette autre personne, ça va matcher puisque elles sont toutes les deux elles sont toutes les deux pas de France et donc elles ont un petit peu ce même regard sur la France et les Français, le fait d'être expatriés ici. Et bref,
C'est assez intéressant, j'ai bien aimé, mais je vous avoue que voilà, c'était une bonne lecture, mais on n'est pas sur un coup de... Ça, c'est un service presse que j'ai reçu de la part de Babelio, et directement reçu, directement lu. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je l'ai avant tout réclamé parce que ça s'appelle Mia et c'est le nom d'une de mes nièces. Donc je me suis dit, là, le destin joue bien le truc, donc Mia haut les mains, peau de bovin. On est sur une jeune fille, justement, on est dans un petit Far West, qui veut devenir la plus grande des brigands, mais comme c'est une jeune fille et qu'elle est trop mignonne, personne ne la prend au sérieux, et en plus, elle rate à chaque fois tous les cases quand elle essaye de voler quelque chose, et donc bah, forcément, elle n'est pas prise au sérieux. Jusqu'au moment où elle va réussir son premier casse, mais qu'elle va être justement... on va lui couper l'herbe sur le pied parce qu'en fait elle va réussir à voler quelque chose dans la maison du shérif, mais le plus grand voleur va carrément voler la maison du shérif, donc elle est dedans. Donc il a réussi à casser le seul casse qu'elle a réussi à aller jusqu'au bout, et donc du coup on va avoir justement cette relation qui va se créer entre elle qui veut devenir la plus grande des brigands mais qui n'y arrive pas parce que petite fille trop mignonne, et lui le plus grand des brigands à l'heure actuelle qui justement essaye de faire son prochain casse. Donc on va avoir cette relation comme ça, et c'est un tome 1 donc il y aura des suites. Je vous avoue que voilà, on est vraiment sur quelque chose de jeunesse. C'est mignonnet, mais je suis pas sûre qu'au niveau des messages que j'ai envie de faire passer, ça soit la BD que j'ai envie de le plus recommander, parce que même si on est justement, il y a plein de notions de famille justement qui ne t'acceptent pas forcément comme tu es, ou qui te repoussent, ou de vouloir dépasser ses limites, de vouloir de faire ses rêves à tout prix. Il y a ces petites notions là qui sont intéressantes, mais on est quand même sur une jeune fille qui rêve de devenir un criminel. Donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas la chose que j'ai envie de mettre entre les mains forcément de ma nièce finalement. Et pour la dernière lecture que je vais vous présenter pour ce vlog, j'ai lu du coup Good Girl Complex, donc c'est Avalon Bay, le tome 1 de Elle Kennedy. On a Cooper qui est un garçon et qui est native du coup de Avalon Bay, et qui lui déteste les touristes et surtout les gens riches qui viennent sur la côte chez lui pour justement étaler leur argent et s'approprier les terres et se comporter très mal avec les locaux, parce que les locaux n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas le... Vous voyez, ils n'ont pas le même rapport social. Et on a d'un autre côté Mackenzie qui fait partie de ces personnes riches, mais qui, elle, n'a pas du tout la même façon de voir les choses que comme Cooper les appelle, les clones, en mode on est les rois du monde, on est riche et on fait tout ce qu'il veut. Non, parce que elle, justement, elle s'est tellement toujours mal sentie dans ce milieu-là et dans sa famille, à avoir une espèce de pression sociale, de vouloir rentrer dans une espèce de cage dorée qui ne lui correspond pas. C'est une fille qui adore l'aventure, c'est une fille qui rêve d'être indépendante et qui du coup a réussi même à créer sa propre boîte qui lui rapporte plusieurs millions de dollars par an. Donc elle peut très bien devenir indépendante, mais elle a quand même cette pression qui lui dit qu'il faut qu'elle rentre un peu dans les cases. Donc elle a un petit copain parfait, elle a accepté, après son année sabbatique pour s'occuper de son entreprise, de retourner à l'école, même si elle n'a pas besoin du diplôme que ses parents veulent qu'elle obtienne. Et voilà, elle coche les cases, mais elle n'est pas forcément heureuse à l'heure actuelle parce que ça ne lui correspond pas au niveau identitaire. Il va y avoir une rencontre entre les deux, puisque en fait Cooper va se prendre la tête avec le petit ami de Mackenzie lors d'une soirée justement. Celui-ci va manquer de respect à une de ses collègues, voilà, il va lui mettre la main au cul, il va la harceler très clairement, l'agresser sexuellement. Et du coup Cooper va s'énerver et va défendre sa collègue, c'est Steph je crois, j'ai un doute, et va lui mettre un coup de poing dans le nez, et celui-ci pour se venger va le faire virer de son travail. Donc avec ses potes, il cherche une idée comment se venger de ce mec qui a tellement d'argent qu'il pourrait nous faire n'importe quoi, mais en même temps ne pas faire un truc illégal, genre lui voler sa caisse ou quoi que ce soit. Vite, ils vont trouver une idée, c'est de lui voler sa petite amie. Et donc c'est ce que Cooper va mettre en place, même si au début il trouve un peu cette idée complètement débile, il va se dire ouais mais ça serait un bon moyen finalement de lui rendre la monnaie de sa pièce, puisque ça ce n'est pas illégal, voilà, on va voir, vu qu'il a un charme ravageur, si il peut pas lui voler sa petite amie. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va rencontrer Mackenzie, il va la séduire petit à petit, et plus ça va aller justement entre les deux, et plus eh bien, ça va aller au-delà de ce fameux pari. Et je vous avoue que déjà de base, moi, quand on est parti sur le pari de piquer la copine d'un gars pour se venger, ah, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, ça m'a rappelé After, et donc j'étais en mode non, j'ai pas trop envie d'y aller. J'y suis allée quand même, je l'ai fini, et je vous avoue que eh ben, ça m'a donné envie d'abandonner cette saga. Pas que c'est mauvais, pas que c'est mal écrit, parce que je l'ai lu en 2 ou 3 jours, donc c'est bien écrit toujours avec El Kennedy et ça fonctionne, mais c'est clairement pas ce que j'ai envie de lire maintenant, parce que je pense que justement ça a été écrit il y a un petit moment et j'ai plus envie de lire ce genre de choses. Voilà. Donc je pense qu'il y a un tome 2, il y a un tome 3, mais je les lirai pas forcément parce que bah, je n'ai pas été attachée plus que ça aux autres personnages, parce que je suppose que ça va être sur les personnages secondaires. Donc
Donc voilà, celui-ci je vais l'abandonner. De toute manière, pour Elle Kennedy, j'ai toujours les Briariou à lire et après j'aurai les Campus Diaries. Donc je suis pas en manque de Elle Kennedy. Et puis ça me fera une saga en moi à lire, donc on n'est pas plus mal non plus. Sans oublier que c'était un devoir lecture de Mira Zonchi, donc ça cause des cages et en plus ça aide aussi pour le bingo, du coup ça avance. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous souhaitez parler avec moi de tous les livres que j'ai lus lors de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi aussi si vous aimez les versions vlog ou si vous préférez les updates lecture comme d'habitude que je fais, genre d'un seul coup je vous dis tout ce que j'ai lu récemment, ou si vous aimez bien ce format-là, parce que je ne sais pas à l'heure actuelle si vous appréciez ou pas ce format-là, mais j'aimerais bien justement avoir votre retour là-dessus pour savoir si je continue ou si je retourne à l'ancien format. Si vous voulez aussi me soutenir, je suis autrice de romances et de romantaisie sous le nom Elodie Legoué. Vous pouvez retrouver toutes les informations en barre d'informations justement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.